C'est Molière qui nous l'a bien raconté. De plus, il s'y produit une grande séparation dans le monde médical. D'un côté, ceux qui veulent adapter un modèle mathématique à l'homme en calculant tout, ce sont les iatrophysiciens, et ceux qui, attirés par la chimie du corps, le considèrent un peu comme un alambic, ce sont les iatrochimistes. Tout cela, chacun à sa manière, sont cartésiens. L'arrivée du microscope les amène à se focaliser sur du plus en plus petit. Ils en viennent à remettre en question plus ou moins explicitement le principe vital, car naturellement attirés par la pathologie, ces médecins sont encore plus frustrés par leur peu d'efficacité. De l'autre côté, moins frustrés, ceux qui restent fidèles au principe vital comme ferment de la médecine, on les appelle les vitalistes. Ils s'inspirent de Leibniz et de sa philosophie, et représentent une forme de réaction à Descartes. Malgré tout, ils sont bien forcés d'utiliser les mêmes outils physico-chimiques pour tenter de l'expliquer, le principe vital. On comprend qu'à ce moment, cette notion d'inconnaissable à respecter, la marque de fabrique des médecins, commence à vaciller. Au XVIIIe siècle encore, l'homme atteint de maladie priait pour s'en sortir. Mais très bientôt, l'homme exigera d'être bien soigné. Sentez-vous venir l'urgence ? Bientôt, je vous l'annonce déjà. Il ne sera plus temps de philosopher. Car c'est la révolution, et avec elle, la réalisation de la plus grande idée qui soit, la plus généreuse, sans se tromper, l'assistance publique. Issue du peuple, cette administration qui se fixe comme but avoir des résultats, agit comme un aiguillon pour la recherche médicale qui a pris un tournant décisif en s'appuyant sur les découvertes d'autopsie et en reliant celles-ci aux symptômes des malades tant qu'ils étaient en vie. Les plus grands noms de la médecine datent de cette époque, Laennec, Pinel, Corvisart, Bichat, jusqu'à ce qu'à la génération suivante émerge Claude Bernard. Voilà le héros de la démocratie en devenir, l'exact pendant de Victor Hugo pour ce qui est de la science. Hugo pensait sans doute à Bernard en écrivant « L'art, c'est moi, la science, c'est nous ». Car Claude Bernard porte en lui l'espoir de la médecine et de la société républicaine de sortir enfin de ces siècles misérables. Il se colle donc au travail. Il ne s'y colle pas n'importe comment. Il est positiviste et élève d'Auguste Comte. Le positivisme, issu lui aussi de la Révolution française, est une philosophie de l'action. Il vise, en étudiant de près la nature, à constituer des lois pour l'homme. Il rejette formellement les supputations philosophico-religieuses. Il s'intéresse d'abord aux faits, sur lesquels il expérimente en vue de se forger une théorie scientifique. Si c'est vrai qu'il peut paraître rigide, le positivisme doit surtout se regarder en fonction de la conception de la physique d'alors. L'homme de l'Antiquité, je l'ai dessiné tout à l'heure, cheminait sur une terre plate, au centre de l'univers. Celui du XIXe siècle, lui, vit dans un monde décrit par les lois physiques de Galilée, Newton et Laplace. Une terre ronde, un monde immense, voire vertigineux, mais un monde sans relativité. C'est-à-dire que le mouvement des corps est toujours décrit par un observateur neutre, extérieur au mouvement, et supposé ne pas interférer avec lui. La physique, depuis plus d'un siècle, et Einstein ont montré que ceci était incomplet pour le moins. L'observateur participe de l'expérience et aujourd'hui, on sait même comment calculer ça. Oui, mais les scientifiques du XIXe siècle, comme Claude Bernard, ignoraient cela de bonne foi. Ça doit permettre d'excuser beaucoup leur manque de souplesse dans le détail, mais ne doit pas faire oublier certaines vérités énoncées, toujours valables, car beaucoup plus générales. Je prends un exemple concret. Près de Claude Bernard, qui applique la pensée positiviste à ses expériences sur le vivant, on trouve Pierre-Joseph Proudhon, qui fait la même chose avec les lois sociales et la politique. D'abord en correspondant activement avec Karl Marx, puis en s'y opposant résolument. On appelle sa théorie politique l'anarchie. Parmi les cadeaux qu'il nous a légués, il y a son explication de ce qu'est une règle, ou plutôt de ce qu'elle ne peut absolument pas être, car il traite d'aphorisme des ignorants, la célèbre sentence à l'époque « point de règle sans exception ».
Et oui, chers amis, grâce aux positivistes et à Proudhon, on sait de façon certaine où se cachent les ennemis de l'ordre et de notre République. C'est pile chez ceux qui professent doctement que l'exception confirme la règle. Mais enfin, s'il y a une exception, c'est facile. C'est que c'est pas une règle. Mais comment veux-tu tirer un trait droit si t'as un éclat dans ton double décimètre? Tu ferais mieux de la tracer à main levée, ta ligne droite. Ta règle, tu sais quoi? Tu peux la bazarder, elle est pourrie, elle vaut que dalle. Et si tu la suis, c'est ta raison qui fout le camp. La méthode expérimentale de Claude Bernard vise à établir des lois sûres vis-à-vis du fonctionnement du corps humain et animal. De ce fait, et parce que, comme Proudhon, il pense que toute approximation est une insulte à la science, dans laquelle, comme Proudhon, il place l'essentiel de sa confiance pour créer un monde juste, libre et égal pour toutes et pour tous, il condamne catégoriquement l'utilisation des statistiques en médecine. Et pourtant, l'assistance publique a bien commencé à établir des lois sanitaires et sociales, et forcément recense et compte dans ses établissements tout ce qu'il est possible de compter et de recenser. Mais les deux domaines sont étanches. Et ça, Claude Bernard, tant qu'il vivra, y veillera bien. D'un côté, son boulot, le travail des médecins, de la science médicale, éclairer les lois de fonctionnement du vivant avec une méthode reproductible. De l'autre, la tâche de l'administration sanitaire et sociale, organiser rationnellement les soins pour que toutes et tous les citoyennes et les citoyens puissent y avoir droit. Joli programme, mais... On a un problème, patron. Le problème, c'est qu'à l'époque de Claude Bernard, il n'y a toujours pas de médecine qui fonctionne. Il y a certes des hôpitaux, mais on y souffre et on y meurt beaucoup, beaucoup. Je répète, il y a urgence à trouver une solution. Et c'est à ce moment-là de l'histoire de la médecine que la philosophie en a été définitivement mise hors jeu, et avec elle, le principe vital. Car la solution s'est soudain imposée. Elle s'appelait Louis Pasteur. Et nous, la société démocratique tout entière, depuis ces années-là, avons comme de gentilles brebis suivi notre bon Pasteur. Bé! Oui, mais il n'y a pas de bé! Il y a des faits. Voici donc, exposés devant vous, les 3 baffes successives qui ont assommé le principe vital en médecine au XIXe siècle. Pour le laisser hagard sur le bord du chemin, là où je l'ai retrouvé, 1 siècle et demi plus tard, dans le même état, et où je m'en suis saisi sans avoir à le disputer à personne, parce que personne ne s'en souciait plus. Il y a d'abord eu la phrase de Xavier Bichat. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Ça, c'est littéralement la phrase qui tue. Bichat l'écrit en 1799, 3 ans avant sa propre mort, à 31 ans de méningite tuberculeuse. Qu'est-ce qui s'est donc mélangé dans sa tête? Lui, un des plus grands génies de la médecine, pour qu'il nous embrouille de la sorte. Alors oui, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, la vie s'arrête dès qu'on est mort, oui, on appelle ça aussi un truisme ou une lapalissade, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la médecine jusque-là avait avancé, tâtonné aussi, on l'a dit, avec le principe vital en bandoulière, dans le sens du chemin. Avoir ainsi décrit la vie par la fin, en la définissant en quelque sorte d'antimort, a juste servi à la dénaturer. Pierre Dac, célèbre pataphysicien du XXe siècle, a même précisé « Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. » Et c'est malheureusement ce que Bichat, pourtant digne héritier des grands médecins vitalistes du siècle d'avant, nous a fait faire. Demi-tour. Il nous a mis la vie à l'envers. Depuis, rationnellement, on avance vers la mort à reculons. Ou comment être très rationnel et dire quand même une grosse ânerie qu'on aurait mieux fait de fermer sa grande bouche. Ânerie aux graves conséquences, car voici la 2e baffe qui s'avance. Celle-ci, elle est volontaire, et c'est Claude Bernard qui la colle. Lui, on l'a compris, le principe vital, il veut bien y croire, d'ailleurs il y croit, mais il veut plus en discuter. Lui, les supputations philosophico-religieuses, il les laisse à l'entrée du laboratoire où il fait la science médicale. Donc, Bichat a dit ça? Très bien, on n'y touche pas les gars, on a mieux à faire, il y a urgence, je vous le rappelle.
Alors parce que la moelle épinière, fraîchement découverte, semble diriger toute l'activité du corps vivant, et que l'électricité paraît correspondre aux qualités insaisissables du principe vital, il le pose là, le principe vital, dans le système nerveux, aux arrêts consignés. Depuis ce moment-là, on n'en a plus discuté et donc pas cherché plus loin. La troisième baffe, la plus conséquente, c'est bien sûr Pasteur qui l'a collé au principe vital déjà mazouté. En définissant dans sa théorie des germes des ennemis tout petits, en cachant d'autres pas encore découverts mais encore plus petits, voire virtuels, tout cela destiné à nous causer du tort, il a fini de rendre crédible aux yeux de toutes et de tous ce que Bichat avait juste esquissé de manière finalement naïve. Il y a bien une guerre en marche, des ennemis à l'humanité. La vie est une force de résistance à ses ennemis, et la médecine, une activité visant à remporter cette guerre. CQFD. Peu importe qu'à la même époque, un médecin de Montpellier, Antoine Béchamp, observe les mêmes bestioles au microscope que Pasteur et en tire une théorie tout autre qui, elle, respecte l'histoire et la philosophie de la médecine. Ces réflexions auraient bien aidé Claude Bernard dans le combat qu'il perdit sans discussion contre le chimiste opportuniste. Ça ne communiquait pas très bien entre Paris et Montpellier, il faut croire. Bon, on refera pas le match. Le principe vital l'a perdu, c'est bien entendu. Mais est-ce que c'est une raison pour que depuis 50 ans au moins, on n'enseigne plus aux étudiantes et étudiants en médecine ou en vétérinaire qu'il y a eu un match? Un sacré match même? Pourquoi ça? Il y aurait quelque chose à cacher? Conclusion, en médecine, avant Pasteur, on avait le vitalisme, depuis, grâce à lui, on a le cadavérisme. On crève toujours pareil, mais en prime. On s'inquiète de la mort et de la maladie toute sa vie durant. C'est pas de l'évolution, ça? Voilà donc le résumé succinct et très subjectif de ces 15 années d'études, tout seul à la maison, de l'histoire de la médecine, couplée à la pratique continue de l'ostéopathie des mammifères. Car on l'a compris, le principe vital, c'est mort. En médecine? Eh ben oui, c'est pas mort en vrai. Eh ben non! Parce que sinon on serait pas là pour en parler. Vous avez vu, moi aussi je suis très pote avec la palisse. C'est juste en médecine que c'est cadavéré, pas en ostéopathie. Enfin, pas encore, prions pour elle. En attendant, le plus important c'est ce que nous apprend le principe vital sur ce qu'il est et sur tout ce qu'il n'est pas. Par exemple, une chose est évidente, il n'est pas subordonné à l'action du médecin quel qu'il soit. En clair, son étude confirme ce que tout le monde sait, et que ce célèbre adage, bien connu de toutes les chirurgiennes et tous les chirurgiens affirme, l'opération a réussi, mais le patient n'a pas survécu. Quelle que soit l'action médicale, juste ou injuste, l'organisme, son complexe d'auto-ajustement, prend celle-ci en compte au milieu des autres données de son environnement et en fait quelque chose qu'on espère positive, c'est tout ce qu'on peut en dire.